Bienvenue au Musée des Blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Aujourd'hui, on s'intéresse au véhicule le plus large de toute la collection. C'est le Conqueror, le titan anglais du début de la guerre froide. Au début de la guerre froide, un véhicule soviétique terrifie tout le monde. Il s'appelle le Joseph Staline III. Il apparaît dès 1945 et son blindage frontal est impressionnant. Il fallait trouver un véhicule capable de détruire ce véhicule-là. La solution, ça va être l'engin qui est ici, le Conqueror. Le Conqueror n'existe que pour son canon, un canon absolument colossal de 120 mm. Il est capable de détruire un Joseph Staline III à plus d'1 kilomètre de distance. Cependant, le véhicule qui est ici est un engin spécialisé, typiquement anti-char. Il est conçu pour pouvoir accompagner le char d'assaut britannique standard de l'époque, qui était le Centurion. Le Centurion a un canon plus léger, par contre, il est moins cher à produire, plus rapide, plus mobile, bref, il est meilleur à presque tout point de vue, sauf sur ce combat anti-char. Le Conqueror doit donc accompagner le Centurion et le protéger des chars d'assaut lourds soviétiques en les détruisant à longue distance. En plus d'un bon armement, il est très bien protégé pour son temps. Le blindage maximal atteint en tourelle jusqu'à 178 mm d'épaisseur. Et au niveau du mantelet de canon, cette pièce qui entoure le tube, on atteint jusqu'à 20 cm d'épaisseur. C'est absolument colossal. Pour pouvoir piloter un engin pareil, le pilote est installé juste là. On va s'approcher. Le pilote peut voir vers l'extérieur par trois épiscopes qui sont ici. Et le Conqueror étant un véhicule spécialisé, sur lequel il a été mis énormément d'espoir, eh bien, il y a tout un tas de petits raffinements. Typiquement, vous avez ici des petites buses, et ce sont des petites buses qui projettent du liquide lave-vitre sur les épiscopes de façon à ce que lorsqu'ils sont sales, on puisse récupérer de la visibilité. Comment est-ce que ce système fonctionne ? On va voir ça à l'intérieur. Voilà ce que ça donne depuis l'intérieur du poste de pilotage. Le réservoir d'eau se trouvait juste ici, et là vous avez la pompe qui était activée tout simplement à la main par la poignée qui est ici. Devant le pilote, vous avez un système qui va lui envoyer de l'air frais ou de l'air chaud, puisque le système peut aussi être connecté au chauffage, et le pilote dispose de 3 buses qui sont orientables pour son plus grand confort. Enfin, un confort du début des années 1950, puisque la première utilisation du Conqueror va être en 1955, lors des essais au sein des troupes. Nous voici dans la tourelle du Conqueror. Je suis à la place du chargeur. Le chargeur a à sa disposition, ici, les projectiles. Les gargousses, qui étaient dans des douilles, se trouvent plus bas. Les projectiles et les gargousses de poudre sont séparés tout simplement parce que si la munition était complète, il y aurait 38 kg en moyenne à déplacer pour le chargeur. C'est beaucoup trop si on veut maintenir une bonne puissance de feu. Il faut en fait ménager le chargeur. Donc, projectiles et poudre sont séparés. 35 munitions, on peut trouver que c'est très peu. Sauf que, si on prend un Joseph Staline III, il n'y a à l'intérieur que 28 munitions. Et dans son successeur, le T10, il n'y en a que 30. Donc, le Conqueror a un certain avantage. Ça, c'est dû tout simplement à son volume absolument gigantesque. Maintenant que l'on voit comment le chargeur est disposé, on va parler du tireur. Voilà l'emplacement du tireur. Le tireur est derrière ses optiques de visée, qui sont placées juste ici, et le pauvre est assez enfermé dans un espace très réduit. Vous avez ici une première partie de protection, et en haut, une seconde, qui se repliait. Vous voyez en passant son dossier. Pourquoi être ainsi enfermé dans un espace extrêmement exigu ? C'est très simple. Vous avez juste ici la culasse du canon, et lorsque la douille sort, vous avez un panache de gaz qui l'accompagne. Ce qui fait que le tireur risquait de se prendre ces gaz, et c'est pour ça qu'il s'enferme. Une fois la douille tombée, elle va être récupérée par un système d'éjection automatique de la douille, juste ici. Le problème de ce système automatique, c'est que de temps en temps,
Eh bien, il ne fonctionne pas du tout. La faute tout simplement au fait que l'entreprise qui ait préparé ce système soit une entreprise avant tout qui concevait et construisait des distributeurs automatiques de boîtes de cigarettes. Autant dire que ce n'était pas exactement le même type de distributeur. Habituellement, juste derrière le tireur se trouve le chef de char. Cependant, dans le Conqueror, les choses sont différentes. Le chef de char n'est pas pile dans le dos du tireur. Au contraire, il lui en est très éloigné. Il se positionne dans cette mini-tourelle qui se trouve à l'arrière de la tourelle principale. Pourquoi une mini-tourelle comme celle-ci, qui tourne indépendamment de la tourelle principale? C'est tout simplement parce que le chef est habituellement celui qui cherche les objectifs. Et là, dans le Conqueror, il va les chercher indépendamment. Grâce à son télémètre optique, dont vous voyez les deux ouvertures ici, une fois qu'il a repéré son objectif, il peut le télémétrer, c'est-à-dire savoir, avec une relative bonne idée, la distance à laquelle se trouve le véhicule ou les troupes à attaquer. Une fois qu'il a identifié tous ces éléments-là, qu'il les a enregistrés, il est capable de braquer la tourelle principale dans la direction de sa propre observation. Je vais vous montrer comment ça fonctionne depuis l'intérieur. Je suis dans un espace qui est particulièrement petit pour moi. À 1,80 m, c'est difficile de pouvoir rentrer dans un espace qui a été conçu pour, en fait, des profils beaucoup plus petits. Juste ici, vous avez le bloc intercom qui permet au chef de rester en contact avec son équipage. C'est extrêmement important, c'est même primordial. Le fait d'avoir simplement un intercom pour être connecté aux 3 autres membres d'équipage était d'ailleurs très décrié au sein des équipages de Conqueror. Habituellement, on a une proximité beaucoup plus importante entre membres d'équipage et ça facilitait la communication. Dans le Conqueror, le fait d'être en dehors de son équipage limite, d'un certain sens, la capacité de connexion avec son équipage. On est ici au-dessus de la plage moteur du Conqueror. Là-dessous se trouve un moteur qui provient à l'origine de ceux qui se trouvaient dans les Spitfire. C'est l'ancien moteur Merlin, qui est devenu le Météor. Le Météor, là-dedans, a été amélioré avec un nouveau système d'injection, ce qui le fait monter à une puissance de 810 chevaux. Un problème cependant, c'est sa consommation en carburant. Un moteur d'aviation déjà consomme énormément. Imaginez maintenant dans un char qui pèse 66 tonnes. La consommation est de 600 litres au 100 km sur route et 1 millier de litres au 100 km en tout terrain. Ceci tout en ayant un réservoir qui fait seulement 1005 litres. La capacité de mobilité du Conqueror est plutôt bonne sur le terrain. Il peut atteindre jusqu'à environ 35 km à l'heure. Cependant, sa masse, 66 tonnes, sa largeur, près de 4 mètres, et surtout sa consommation immense en carburant, fait qu'il a une très mauvaise mobilité stratégique. Pire encore, il faut parfois faire de longs détours pour éviter un pont qui n'est pas capable de supporter la masse considérable de l'engin. Bref, ce n'est pas un véhicule qu'il est aisé d'envoyer au combat. Au combat, les Britanniques avaient une petite spécificité, c'est la bobine de câble téléphonique qui est ici. Lorsque, à la fin du jour, les véhicules se replient, ils peuvent éventuellement se mettre dans une position défensive et à ce moment-là, sur la zone de bivouac, on va connecter les chars les uns aux autres directement par un fil. Ça évite de faire des échanges par radio et donc cela permet d'être moins visible de l'ennemi ou plutôt moins audible de l'ennemi par un trafic radio qui serait important. À l'arrière du Conqueror se trouve un autre élément de communication, cette fois-ci avec les fantassins. C'est un petit téléphone dont le combiné se trouvait juste ici. Au-dessus, destiné aussi aux fantassins et à toute personne alliée, se trouvait une petite boîte dans laquelle se trouvaient des effets de premier secours. Juste ici à ma droite, vous avez ce que l'on appelle la chaise de route. La chaise de route est là pour fixer le canon lorsque l'on est en train de se déplacer avec le véhicule en dehors des combats, loin des combats même. Le souci du véhicule, en fait, c'est qu'avec son canon, on est à plus de 11 mètres de longueur s'il est positionné dans l'axe avant du véhicule. Il faut donc, pour le transport, placer le canon vers l'arrière et le fixer juste ici grâce à la chaise de route. Moins de 200 Conqueror sont finalement assemblés. Ils vont être remplis de défauts techniques, vont souvent tomber en panne, et finalement, sa seule justification, qui était le canon de 120 mm,
va finir par disparaître. Car si au début, le Centurion est équipé d'un canon de 83 mm, il est peu à peu rééquipé avec un canon de 105 à partir de 1959. Et ce nouveau canon de 105 mm a des caractéristiques de perforation très proches de celui du 120. Les Centurions vont être peu à peu rééquipés de ce nouveau canon et finalement, en 1966, les Conquerors disparaissent et cette même année apparaît le remplaçant du Centurion, le Chieftain, qui lui aussi est équipé d'un canon de 120 mm tout en étant bien supérieur aux Conquerors. La grande majorité des Conquerors, finalement, ne verront jamais le combat et ils seront surtout utilisés en fin de vie comme cible sur des champs de tir. Voilà pour ce nouvel Histoire d'acier. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et à suivre nos prochaines histoires sur YouTube. À très bientôt au Musée des Blindés.